Bujumbura, Burundi. L'école publique de Mirango 1. Une école primaire semblable à plusieurs autres dans ce pays parmi les plus pauvres de l'Afrique. Une école de 3600 élèves entassés dans des classes, dont certaines comptent plus de 120 élèves. Des élèves qui, n'ayant même pas accès à un minimum de matériel scolaire, sont déterminés à apprendre. L'école burundaise fait face à des défis énormes dans ce pays qui a été déchiré par une décennie de guerre civile entre 1993 et 2006. À la suite du génocide au Rwanda, une guerre opposant Hutus et Tutsis s'est propagée au Burundi, où elle a fait entre 100 000 et 300 000 victimes, dépendant des sources. Moins de 10 ans après le retour à la paix, la situation demeure toujours fragile. Outre les massacres d'êtres humains, les guerres civiles ont affaibli encore plus le pays sur le plan économique. En effet, le Burundi occupe maintenant le 166e rang sur 169 pays, selon l'indice du développement humain de l'ONU, alors qu'il occupait le 113e rang il y a 10 ans. Au cœur de la stratégie gouvernementale pour rebâtir le pays se trouve l'éducation. Le Burundi a d'ailleurs signé en 2000 la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous, une initiative de l'UNESCO. Le pays s'engageait par le fait même à assurer à l'ensemble de sa population une éducation primaire de base de qualité d'ici 2015. C'est d'ailleurs la poursuite de cet objectif qui explique le grand nombre d'élèves par classe que l'on dénombre dans les écoles du Burundi. L'engagement gouvernemental est réel, mais il est peu probable que le Burundi pourra atteindre l'objectif d'une éducation de base de qualité pour tous dans moins de 5 ans. Les obstacles auxquels les directions des écoles et leurs enseignants doivent faire face apparaissent encore insurmontables compte tenu des moyens dont on dispose pour les surmonter. Quelques-uns ont des difficultés, des problèmes familiaux. Ils ont perdu des parents ou bien ils n'ont pas eu de moyens financiers pour s'acheter des cahiers. Ils commencent l'école en peu âgé. Ils commencent la première année à l'âge de 10 ans, 9 ans. 180 mètres, moins 10 mètres. On peut avoir seulement une quarantaine qui peut monter qui peuvent poursuivre les études à l'école secondaire. La directrice, Mme Jamina Abdallah, ajoute elle aussi à ce portrait peu encourageant de la situation dans son école. Nous avons un grand problème au point de vue matériel. Les élèves s'assoient soit à 4 ou bien à 5. Les livres sont insuffisants et les enseignants éprouvent beaucoup de problèmes en dispensant leurs leçons. Autre problème que nous avons ici, l'ancienne école qu'on a construite, les piliers sont déjà démolis suite au vent parce qu'on les a mal construits. Il y a les élèves qui ne peuvent pas s'en procurer des stylos ou bien des cahiers. Ça, c'est un grand obstacle. Il y a beaucoup d'orphelins qui ne peuvent même avoir de la nourriture 2 fois par jour. Il y a même ceux qui mangent 1 fois par jour. Il y a des élèves qui aiment dormir en classe car ils sont affamés. Les élèves burundais doivent composer avec la pauvreté, mais aussi avec une guerre qui a laissé beaucoup de cicatrices chez ces jeunes. Ils sont cependant certains de pouvoir trouver une place à l'école Mirango 1 et du soutien pour les aider à oublier le passé. Il y a des rapatriés, il y a des élèves qui viennent de la RDC, de la Tanzanie et même ailleurs. Et la majorité
sont inscrits ici. Il y a même ceux qui sont venus à la fin du premier trimestre et on les a accueillis. C'est pourquoi vous voyez ici, à l'EP Mirango 1, nous avons un effectif très élevé. Nous acceptons toujours les élèves qui viennent demander la place, même s'ils s'assoient par terre, on ne peut rien faire. Il y a quelques enseignants qui se donnent en achetant des savons, des stylos, et ils les distribuent à ses enfants. Si par exemple un parent donne un cahier à son enfant, il y a des enfants quelquefois qui essaient de diminuer les feuilles en les distribuant à leurs collègues. Notre visite terminée, nous reprenons la route pour nous rendre quelques kilomètres plus loin dans une autre école. Sur la route, nous traversons des quartiers pauvres où vivent la majorité des élèves de Mirambo 1, dans des maisons dont la plupart sont privées d'électricité et d'eau courante. Nous voici rendus à l'école primaire Kinama 4, où sont inscrits 1827 élèves répartis dans 18 classes. 36 enseignants y œuvrent, dont 2 suppléants. Là comme ailleurs, les élèves n'ont aucun manuel scolaire, ce qui oblige l'enseignante à écrire au tableau noir l'ensemble de la matière à voir ce jour-là pour ensuite tout effacer et recommencer le lendemain. Quant aux élèves, à défaut d'avoir suffisamment de feuilles pour prendre des notes, ils doivent faire confiance à leur seule mémoire pour retenir la leçon. Pas surprenant dans de telles conditions qu'un grand nombre d'élèves abandonnent l'école dès la première année du primaire. Le manque de ressources évident ne décourage pas cette enseignante pour autant. Elle met tout son cœur à tenter de transmettre son savoir. Sa passion, bien sûr, ne remplace pas le manque criant de matériel scolaire, mais cela suffit pour donner le goût à plusieurs de ses élèves de réussir et de rêver à une carrière, comme nous en témoignent 2 d'entre eux. J'aimerais devenir le docteur ou bien quelqu'un d'autre qui peut travailler dans les banques. J'aimerais devenir docteur. C'est également à l'école Kinama 4 que nous avons rencontré Emmanuel, un ex-enfant soldat aujourd'hui âgé de 17 ans, inscrit en 6e année et qui a débuté l'école à 8 ans. Comme d'autres enfants, Emmanuel a dû interrompre l'école durant quelques années à cause de la guerre, un conflit dans lequel il a été impliqué bien malgré lui, alors qu'il n'avait que 10 ans. Une nuit, des soldats rebelles ont surgi chez lui pour l'emmener de force sans que ses parents ne puissent rien faire. Durant 1 an, en compagnie d'une 50aine d'autres enfants, il a dû suivre ses kidnappeurs dans la forêt du Burundi, obligé de transporter de lourdes charges d'un lieu à un autre, témoin de plusieurs attaques contre des soldats du camp adverse et de raids dans des villages. Au cours de ces longs mois, Emmanuel a été battu et roué de coups de bâton à plusieurs reprises. Certains de ses camarades n'ont pas été capables de résister à ces mauvais traitements et en sont morts. J'avais toujours peur d'être tué. Je voulais m'évader. Je m'ennuyais beaucoup de ma famille. Mes parents ne savaient rien, ni où j'étais, ni même si j'étais encore en vie. Nous étions continuellement frappés, tabassés, souvent à coups de bâton. Plusieurs de mes camarades en sont morts. C'était la guerre. Nous tombions parfois dans des embuscades de l'armée régulière. À chaque sortie, nous revenions moins nombreux. Si nous partions 40, seulement une trentaine revenaient au camp. Mon seul espoir était qu'un jour je puisse m'évader. J'avais aussi espoir que Dieu me vienne en aide. J'ai demandé à Dieu de me montrer le chemin pour retourner chez moi. Je pensais toujours à m'évader. Un jour, j'ai eu l'occasion de m'évader. J'ai profité d'une occasion où il y avait de violents combats entre l'armée régulière et les assaillants. J'ai trouvé un petit sentier où j'ai pu me faufiler pour échapper aux tirs de l'armée régulière. Pendant 2 jours, j'ai suivi un chemin tout seul. J'avais faim, j'avais soif, terriblement. J'ai trouvé quelquefois du manioc ou des patates douces que j'ai mangées crues. Je dormais dans la brousse. J'ai beaucoup souffert.
avant de pouvoir enfin arriver à la maison. Le jeune Emmanuel allait finalement retrouver ses parents qui le croyaient mort. Aujourd'hui, Emmanuel emploie son courage à réussir ses études parce qu'il est convaincu que c'est essentiel pour réussir sa vie. C'est important l'école. Je suis très motivé par les études. Si Dieu le veut, je serai peut-être un jour médecin ou enseignant. La vie n'a de sens qu'avec les études. Une autre enseignante raconte que l'école a dû fermer ses portes au cours de cette période avec de graves conséquences pour l'enseignement des élèves. Oui, les classes ont été brisées pendant la crise qui a secoué notre pays. Oui, les classes ont été détruites, mais ici, Kanyosha 1 était fermé. Aux conditions d'apprentissage difficiles pour les élèves s'ajoutent des conditions d'enseignement guère plus favorables pour les enseignantes et les enseignants. Ces derniers apparaissent comme de véritables héros qui luttent aux premières lignes de cette nouvelle guerre, pacifique celle-ci, pour transmettre un enseignement primaire fondamental à tous les jeunes du Burundi. Et pour cause, la journée type d'un élève et d'un enseignant débute au primaire à 7h30 le matin pour se terminer aux environs de 17h45. Il faut également savoir que la pauvreté, les distances séparant l'école de la maison et l'inexistence de cantine à l'école font qu'élèves comme enseignants ne prendront qu'un seul repas dans leur journée. Nous aussi, nous prenons ce principe que l'on puisse avoir une charge horaire raisonnable de 5h30 à 6h, mais que l'on puisse instaurer soit un système qui permet à l'élève de travailler dans des conditions acceptables et à l'enseignant de travailler dans des conditions acceptables. Et cela n'a pas eu lieu. Nous avons réclamé à plusieurs reprises pour que l'on puisse fixer le temps scolaire qu'il nous faut et l'aménagement horaire qui permet aux élèves d'apprendre et aux enseignants de former dans les délais. Malheureusement, le ministère n'a jamais voulu qu'on discute sur ça. Le salaire de l'enseignant ne peut pas lui permettre d'acheter un repas à midi. Il y en a même qui ne mangent pas le matin parce que ce n'est pas garanti. C'est un luxe de manger le matin au Burundi. Du côté gouvernemental, on reconnaît que 6 ans après l'application de la politique de la gratuité scolaire pour tous, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à une éducation de qualité. Oui, pour quand même l'éducation pour tous, quand même, je pense qu'en 2015, le Burundi est sur la bonne voie. Et on ne peut pas les atteindre à 100%, mais quand même au moins 70%, les objectifs auront été atteints. Le porte-parole du ministère de l'Éducation réaffirme cependant la volonté ferme de son gouvernement de poursuivre en direction de l'objectif fixé et d'accentuer les efforts, notamment en augmentant les budgets consacrés à l'éducation, mais également en mettant en branle dès septembre 2012 une nouvelle réforme, celle de l'école fondamentale. Le but ? S'assurer que tous les élèves terminent le primaire avec une formation suffisante pour exercer un métier et contribuer ainsi au développement et à l'épanouissement de la société burundaise. La réforme principale, c'est ce qu'on appelle l'école fondamentale. C'est-à-dire qu'avant, les élèves faisaient le concours en 6e année. Maintenant, on va prolonger l'éducation jusqu'à 9e année, de façon que, après la 9e année, certains élèves vont aller dans l'enseignement des métiers, les autres dans les écoles techniques, les autres dans l'enseignement général. Et éventuellement, pour que quand même tout le monde quand même apprenne au moins un métier, et en 9e année, on est quand même assez grand. La présidente du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Burundi partage elle aussi cette volonté de permettre à tous d'avoir accès à une formation de qualité. Mais si son syndicat est prêt à collaborer avec le gouvernement pour assurer la réussite de l'implantation de la nouvelle réforme, Mme Eulalini Bizi ajoute que le gouvernement devra délaisser l'improvisation et préciser ses intentions. Nous sommes d'abord au niveau de l'éducation pour tous. Le STEB est très engagé dans la promotion de l'éducation pour tous, dans le suivi de ce qui se fait au niveau national. Mais nous sentons que les délégués au niveau décentralisé n'ont pas suffisamment de compétences, n'ont pas suffisamment d'informations qui leur permettent de s'engager au niveau local. Ensuite, nous sommes dans une série de réformes qui entrent les unes dans les autres sans évaluation, sans préparation, et nous les subissons. L'éducation pour tous. Pour sa part, le STEB entend bien outiller ses membres afin qu'ils soient en mesure de comprendre la prochaine réforme,
de formuler leurs propres revendications pour l'améliorer et corriger certains écarts en cours d'application dans les meilleurs intérêts des principaux concernés, c'est-à-dire les élèves et leurs enseignants. Une vingtaine de délégués du STEB, représentant l'ensemble des régions du pays, ont d'ailleurs participé à une formation au printemps 2011 dispensée par un conseiller de la Centrale des syndicats du Québec, M. Luc Allaire, et une enseignante du syndicat de l'enseignement du Lanaudière, Mme Francine Pratt. Donc des arguments qui vont aller vers une école publique de qualité équitable avec les valeurs qu'on va défendre comme militants et militantes syndicaux. Cette formation portait sur le renforcement des capacités de ce syndicat pour qu'il soit en mesure de mieux analyser les diverses réformes en éducation, et plus particulièrement en Afrique subsaharienne. Ainsi, une analyse plus poussée a été faite des objectifs du millénaire, notamment celui portant sur l'éducation pour tous. En attendant, ces délégués ont identifié clairement les problèmes auxquels il faut trouver des solutions pour relever la qualité de l'éducation au Burundi et assurer son accès à tous et à toutes. Un travail de 7h30 à 17h30, ça dépasse les heures qu'on devrait travailler. Il y a aussi des primes qui avaient été accordées, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu comment on donne ces primes. Notamment les primes eau et électricité. Les enseignants ont besoin d'indemnités eau et électricité parce qu'ils travaillent même pendant la nuit. Malgré toutes ces difficultés, la présidente du STEB demeure optimiste quant à l'avenir de l'éducation au Burundi. Nous sommes optimistes parce que je me suis engagée dans la lutte syndicale depuis une longue période et je vois comment les choses évoluent. La lutte devient de plus en plus dure, c'est vrai, mais je vois que les enseignants sont de plus en plus engagés. Ils sont de plus en plus tenaces, malgré les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, malgré les incompréhensions. On lutte et on souffre une année, mais la deuxième année, il y a des portes qui sont ouvertes. La plupart aussi voient que la solution à différents problèmes, c'est l'éducation, mais aussi le contexte mondial de responsabiliser les acteurs, société civile, gouvernement et parents de l'éducation peut être une dynamique qui peut contribuer au plaidoyer que nous menons en faveur du droit à l'éducation.